On devrait d'ailleurs penser à baptiser, enfin changer le nom de cette rubrique, les analyses de Laurent. Laurent, bonjour. Amélie bonjour. Bonjour amis téléspectateurs, amis internautes. Bienvenue. Merci. Belle cravate. Merci. Bien démarré la semaine? Ah oui, très bien démarré. D'accord. On va démarrer par un tout premier quotidien, l'événement précis qui propose ce matin contestation des résultats des législatives 2023. La Cour détecte des allégations fantaisistes de l'opposition et déboute les démocrates. Est-ce qu'on dira que c'est des allégations, en tout cas fantaisistes, de l'opposition? Toujours est-il que quand une formation politique de la mouvance présidentielle en arrive aussi à saisir la Cour constitutionnelle avec des informations comme quoi il y a eu assez grave quand même. Oui, il y a eu mal donne dans certaines localités. On ne peut pas dire que c'est des allégations fantaisistes. C'est vrai que dans la saisine de la Cour constitutionnelle, les acteurs de l'opposition ont manqué peut-être d'éléments probants, en tout cas pour confirmer ce qu'ils sont en train de dire, ce qu'ils dénoncent bien évidemment. Et quand on saisit, il faut avoir des preuves palpables. Et donc peut-être ça a manqué aux acteurs de l'opposition, et bien évidemment, et donc dans ces conditions, ça a peut-être amené la Cour à les débouter. Mais pour autant, on ne peut pas dire que c'est des allégations fantaisistes, parce que quand même, parmi les deux premières formations de la mouvance présidentielle, c'est qu'il y a une qui accuse l'autre quand même. Justement, Charles BR aussi qui a formulé des recours. Bien évidemment, le BR qui accuse l'Union progressiste de mal donne, en tout cas de fraude, d'un certain nombre de comportements qui ont entaché, en tout cas, l'élection du 8 janvier, bien évidemment. Et donc, si on s'en tient déjà à ces recours du Bloc républicain, on peut être en mesure de dire, bien évidemment, ce n'est pas l'allégation fantaisiste de l'opposition, mais bien au contraire, c'est que les opposants, à un moment donné, ont manqué de preuves palpables pour confirmer ce qu'ils dénoncent, pour avoir gain de cause. Et je crois que pour les années à venir, il va pouvoir se servir, en tout cas prendre cette situation comme une leçon. Et bien évidemment, s'en inspirer pour que les prochaines fois, qu'ils n'aillent pas faire les mêmes erreurs pour venir pleurnicher, comme je le dis si bien, sur le lait renversé. Parce que c'est plus possible de régler quoi que ce soit parce que vous n'avez pas d'éléments de preuve. Vous le disiez si bien, hein, il ne s'agit pas seulement du parti Les Démocrates qui a formulé en tout cas un recours par rapport à ce contentieux électoral, puisque le BR aussi l'a fait. D'ailleurs, Décryptage Info en parle. Recours en annulation de siège dans la 11e circonscription électorale. Emmanuel Golou, débouté par la Cour constitutionnelle. Oui, je crois que des choses assez graves ont été dites quand même. Oui, justement, quand on suit les militants du BR. Voilà, quand on suit la déclaration, en tout cas les propos tenus par Emmanuel Golou devant la Cour constitutionnelle, qui estime que un bureau de vote aurait ouvert à 6 h du matin, 6 heures avec lesquelles informations ont été confirmées par la présidente du bureau de vote, bien évidemment, mais qui dit que les unes ont été bourrées, bien entendu, certaines mesures, mais que en faisant référence au procès verbal issu de ce bureau de vote, il n'y a pas matière à confirmer qu'il y a bourrage d'une, c'est qu'il y a un problème. Peut-être que ça a été fait ailleurs. Vous savez, il a manqué des preuves dans bien des cas. Et donc, dans une certaine mesure, il va falloir que les gens soient minutieux dans ce qu'ils veulent reprocher, mais ce qu'ils contrôlent, pour avoir à dire, en tout cas, à sortir des preuves. Des preuves qui pourraient, dans une certaine mesure, leur donner raison sans débat, dans une certaine mesure. Donc, oui, un bureau a été ouvert à 6 h, d'accord, confirmé par la présidente du bureau de vote, qui estime que parce qu'un paysan devait aller voter, devait aller au champ et a estimé qu'il pouvait voter. Donc, d'accord, c'est déjà une faute, en tout cas, de toute façon, parce qu'en réalité, en tant que président du bureau de vote, vous savez que le vote commence à 7 h et finit à 16 h parce qu'il y a 9 h de vote, bien évidemment. Donc, quand vous ouvrez à 6 h, fort heureusement pour peut-être cette présidente du bureau de vote, les résultats, en tout cas qu'on a pu voir sur les procès verbaux, en tout cas le procès verbal, ne montrent pas des signes de bourrage d'une dans cette mesure. Ça qui, dans cette mesure, la met à l'abri des situations déplorables, bien évidemment. Donc je pense qu'au-delà de tout, les gens doivent pouvoir vraiment maintenant s'inspirer de ce qui s'est passé cette année pour que 2026, qu'ils ne viennent pas avoir les mêmes comportements et venir, c'est-à-dire que des comportements, je dirais, dans cette mesure de négligence et de nonchalance à la limite parfois, et qui peut-être après on vient crier. Non, il faut se préparer. Quand on va à une compétition, il y a un gagnant, il y a un perdant. Et si vous ne voulez pas être le perdant, vous donnez les moyens, vous prenez les dispositions pour sécuriser tout ce qui vous appartient dans cette mesure. Donc, l'absence, comme je reviens là-dessus, de représentants du bureau de vote
de représentants de partis, du Parti des démocrates, par exemple, dans plusieurs bureaux de vote, a été un problème pour eux. Ça les a défavorisés de façon considérable. Oui, fort malheureusement, vous n'avez pas envoyé, et donc il n'y a pas matière à polémiquer. C'est-à-dire que vous avez fait une erreur qui vous a coûté, en tout cas qui a été fatale pour vous. Vous assumez et vous continuez votre chemin. Qui coûte aujourd'hui des sièges, donc bien évidemment, malheureusement. Alors on parle justement d'expérience, de leçons à tirer. Il ne s'agit pas des premières élections donc qu'on fait au Bénin, même s'il est vrai que le Parti des démocrates a participé là pour la première fois à une élection sous le régime de la rupture. On se rend compte qu'à chaque fois, en fait, il s'agit pour la Cour constitutionnelle de vices de procédure, de problèmes sur on va dire, la forme, même si dans le fond, on est tous d'accord, et même au niveau de la Cour, que oui, il y a matière à remettre un certain nombre de choses en cause. Oui, vous savez, quand vous regardez les opposants durant les régimes successifs, sous Mathieu Kékou, les revendications des opposants après les élections ne sont pas loin de ce que les opposants ont dénoncé sous Boni Yayi et pareil sous Patrice Talon maintenant. Donc c'est les mêmes problèmes qui reviennent. Dans une certaine mesure, on a comme l'impression que tous les opposants se ressemblent dans une certaine mesure. Qu'ils vous souviennent, quand on parlait de la question du Ravi, bien évidemment, ça rappelle l'histoire de la Lépi dans ce pays, où les acteurs politiques de l'opposition, dans une certaine mesure, disaient que pour demander à la limite aux populations de ne pas y participer, se faire enrôler, avec l'Union fait la nation à l'époque. Et les gens ne se sont pas fait enrôler dans une certaine mesure, au point où, à un moment donné, on a vu beaucoup d'opposants, en tout cas beaucoup de militants des opposants, laissés sur le tarmac parce qu'ils n'ont pas pu voter. Et donc, ça a permis à Patrice Talon de dérouler son plan, par exemple, de dérouler son plan pour faire le chaos de 2011. Et vous allez voir le même schéma qui a commencé aujourd'hui, qui a commencé sous Patrice Talon. Les gens ont dénoncé le Ravip avec un certain nombre de discours. Au finish, beaucoup n'y ont pas cru pour autant, dans cette mesure. Même s'ils y ont cru, à un moment donné, ils n'ont pas voulu aller consulter les listes, n'ont pas voulu aller prendre leur carte d'électeur. Par exemple, leur carte, c'est leur CIP, bien évidemment, qui déjà est une pièce d'identité valable qu'on peut utiliser pour les opérations, mais qui pourrait les aider à aussi voter dans une certaine mesure, ne se sont pas intéressés. Et les opposants aussi, dans une certaine mesure, même si Kamara Ouassangari voulait nous dire le contraire, sur un plateau, il y a quelques jours, c'est qu'on a senti qu'il y a un manque, le débat sur la question pour amener les électeurs véritablement à s'intéresser à la chose, a manqué dans une certaine mesure. Il a dit qu'ils ont parlé à leurs points focaux, mais les points focaux, il y a la presse qui pourrait relayer votre communication. Donc, maintenant, quand on fait tout ça et quand on vient au niveau des élections, les opposants parfois, sous Mathieu Kékou, ça a été pareil, sous Boni Yayi, c'est pareil, et sous Patrice Talon, on constate que c'est le même comportement. C'est qu'ils pensent que le pouvoir en place leur donnera en tout cas la victoire sur un plateau d'or, ce qui n'est pas possible, ce n'est pas évident. Donc vous devez vous préparer, vous donner les moyens de contrôler les autres aussi, mais aussi d'assurer que, de sécuriser vos suffrages dans une certaine mesure. Donc les mêmes problèmes reviendront toujours, aussi longtemps que les acteurs politiques ne prendront pas conscience. Quand vous les écoutez, ils vous diront qu'ils n'ont pas les moyens, et pourtant, ils ont été au pouvoir pendant 10 ans. C'est eux quand même. Ils diront qu'ils n'ont jamais les moyens. C'est pareil, vous allez voir l'équipe en place maintenant. Ils feront tout leur show, toutes leurs lois, ce qu'ils veulent, en tout cas, pour autant. Mais quand ils vont partir un jour, quand il y aura problème, ils vous diront qu'ils n'ont pas les moyens. Ils vont commencer par crier. C'est vrai qu'on a à la tête de l'équipe en place un acteur politique assez redoutable. Pour autant, il ne sera pas dans des difficultés, même s'il va quitter le pouvoir. On sait quelque chose. Pour finir avec la question, Laurent Roland-Tonniquès du contentieux électoral, Dynamisme Info titre ce matin « Mission parlementaire sous la rupture, le siège de Benoît Degla toujours fruit de repêchage à la Cour ». Oui, je crois que ça fait la deuxième fois pour lui. C'est la deuxième fois. Il faut vivement que la troisième fois n'arrive pas pour lui, puisque la troisième fois, il va perdre son poste. Bon, ce n'est pas une prophétie, mais c'est-à-dire que la prochaine fois, les gens comprendront qu'il faut travailler davantage sur le terrain pour lui faire perdre son poste. C'est-à-dire qu'on a vu en 2019 ce qui s'est passé, de justesse avec l'Union progressiste. On a vu comment ça s'est passé. Et puis, cette année encore, en tout cas en 2023, on voit que le même problème revient. Et cette fois-ci, ce n'est plus l'autre formation, en tout cas, je dis, frère de la mouvance présidentielle, mais c'est les opposants qui en veulent à son poste. À son poste. Donc, davantage, la bataille a changé de camp, bien évidemment. Ce n'est plus en famille,
Mais maintenant, ça devient avec les adversaires politiques. Il va falloir qu'ils continuent à travailler davantage sur le terrain pour mériter. Bon, fort heureusement, malheureusement, on ne sait pas si Patrice Talon voudra qu'il soit encore positionné en 2026. Parce que certains ont été retirés des listes déjà cette année, déjà en 2022. Ils ne sont pas à l'élection cette année. Et je crois que les années à venir, des gens comme Degla, Benoît, peut-être ne seront pas encore positionnés. Vous avez quelque chose contre la personne du député? Je n'ai rien contre sa personne. Je regarde un peu la réalité. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui ont été retirés des listes, vous avez vu, tout comme moi, bien évidemment. Oui. Et je veux bien croire qu'en 2026, qu'il aura encore la grâce de son parti et du chef de l'État pour être positionné. Moi, je n'ai rien contre sa personne. Il ne m'a rien fait. Même s'il faisait quelque chose, ce n'est pas sur un plateau de télévision que je vais régler mon compte avec lui. Voilà qui est clair. En parlant justement de positionnement, on retourne à l'Assemblée nationale, Laurent Roland Tononiquez, mais on reste avec le quotidien Dynamisme Info qui parle du perchoir de l'Assemblée nationale, un député docile pour la continuité de la soumission. Oui, écoutez, quoi qu'on dise, Patrice ne mettra pas quelqu'un qui a des gènes de la rébellion dans son sang au perchoir de l'Assemblée nationale, c'est impossible. J'ai envie de vous faire une question rhétorique. Quel est le lien entre l'exécutif et le pouvoir législatif? Le lien entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, d'abord, il faut comprendre que quand je parle des rôles. Je parle des rôles, c'est que l'exécutif met en place, en branle en tout cas son plan d'action, travaille pour le bien des populations. Et les législatifs contrôlent l'action du gouvernement en dénonçant peut-être s'il y a des irrégularités, mais en interpellant aussi le gouvernement sur des questions essentielles. Ce sont deux pouvoirs séparés. Deux pouvoirs séparés. Mais quand on sait... En quoi est-ce que Patrice Talon pourrait-il alors influencer ce qui se passe au Parlement? Et donc le contrôle du perchoir. Expliquez-le nous. C'est une question rhétorique, c'est une question bête. Mais expliquez-le nous. Vous me demandez de vous expliquer comment on met l'outil dans la bouche banalement. C'est à la limite ce que vous me demandez ce matin. Mais sachez que... Est-ce que Patrice Talon, ok, d'accord. Écoutez, qui est le patron? Répondez à la question. Non, c'est bon. J'ai fini avec la première question. Je pense que tout le monde connaît la réponse. Mais est-ce que Patrice Talon gagnera réellement à positionner un député docile? Mais écoutez, il gagnera beaucoup. La preuve, on a vu Louis Vavonu pendant 3 ans. Il a été docile. Il a été docile. Appelons Chacha. Ils peuvent ne pas être d'accord, mais je ne suis pas le seul Béninois qui fait ce constat. Maintenant, on ne peut pas mettre, puisque Patrice Talon dit vouloir quitter en 2026, cela suppose que s'il met quelqu'un qui a les gènes de la rébellion dans son sang, c'est qu'il peut avoir des difficultés à partir de 2025. C'est pourquoi je vous disais que des gens comme Badamassi, ne pas voir un certain Badamassi à l'Assemblée nationale, c'est une chance pour Patrice Talon, parce qu'à partir de 2024-2025, vous allez bien connaître. Mais écoutez, il y en a qui, malheureusement, s'ils étaient à l'Assemblée nationale, écoutez, un certain Wali Zoumarou, à l'Assemblée nationale, vous savez ce que ça peut coûter pour Patrice Talon à partir de 2025? C'est les gens qui ont les gènes de la rébellion dans leur sang et qui naturellement vont commencer à s'opposer à Patrice Talon. On l'a vu, on a vu leur parcours. Je ne vais pas citer beaucoup de noms, mais je sais que Patrice Talon ferait mieux, et je sais qu'il sait que c'est ce qu'il arrange, de mettre un dossier à la tête de l'Assemblée nationale pour peut-être faciliter le vote de certaines lois, bien évidemment, mais aussi pour arranger certaines choses concernant son gouvernement, bien évidemment. Donc, s'il y a des choses à faire, peu ou prou pour protéger les intérêts de je ne sais qui, après le pouvoir ou je ne sais quoi, il faut toujours des gens dociles. Et d'ailleurs, même si on n'a pas pour autant un dossier aujourd'hui à l'Assemblée nationale, à la tête du Parlement, il y a que nous avons 81 députés acquis à la cause de Patrice Talon, 81 qui ont fait le job de 2019 à 2023. Bien sûr. D'accord. Il y a encore 81 là. La Cour a débouté les opposants, bien évidemment. Donc, ils maintiennent le 81. Et les opposants en 28, ils n'ont pas de force. Ils vont dénoncer, ils vont interpeller. Mais pour autant, ils n'auront pas la force, ils n'ont pas le pouvoir de bloquer quoi que ce soit. Donc, oui, ça, je pense que Patrice Talon, sachant aussi que Patrice Talon est le chef des 2 partis, bon, réglementairement, sur les 4 formations qui le soutiennent, il y a 2 qu'on a la conviction qu'ils contrôlent bien évidemment peu ou prou dans une certaine mesure. Les autres les présidents des partis peuvent venir bomber les torses pour dire écoutez, comment tu peux dire ça? Nous, on est chef de nos partis. Mais ils savent en leur fond intérieur que leurs chefs, ils sont chefs, mais ils ont aussi un chef. D'accord. Merci de nous l'apprendre ce matin. Écoutez, Laurent Roland. C'est pas moi qui le dis. Le constat est là. Laurent Roland Tononiquez. Le quotidien Matin Libre se pose une question. Non, il ne s'agit pas de question. Il s'agit plutôt de peut-être révéler Assemblée nationale, perchoir, là où ça devient compliqué pour Talon.
Est-ce que ça devient compliqué? Non, ça ne devient pas compliqué pour Patrice Talon. Hein. Ça ne devient pas compliqué. C'est vrai que en l'état, les gens... C'est vrai qu'il y a beaucoup de noms qui sont cités. Et beaucoup de noms sont cités. Mais je référence, par exemple, au président Louis Vlavonou, que certains verraient bien remplir, par exemple. Non, je veux prendre le risque ce matin en disant que Diop Grenou, pour moi, pour autant, ne sera pas à l'Assemblée nationale au Parlement. C'est bon, vous avez fini vos analyses en la matière, c'est ça? Lui, bon, c'est bon. Non, il sera ministre d'État, ministre d'État avec d'autres prérogatives, certainement. Je crois que ce poste irait mieux pour lui en l'état actuellement. Parce que le maître de force ou de gré à la tête du Parlement peut amener des dissensions. Donc il lâche... non, son siège. Orden ira siéger à l'Assemblée nationale. Non, même au-delà du siège, donc au niveau de l'Assemblée nationale, en tant que chef de parti politique. Oui, mais écoutez, il n'est pas tenu d'être, il n'est pas obligé d'être à l'Assemblée nationale en tant que chef de parti. Il a bien d'autres choses à faire avec le chef. Oui, donc, le chef des chefs. Donc il va au gouvernement. Donc il va au gouvernement. Il lâchera à nouveau la présidence. Moi, je le vois un ministre d'État, certainement. D'accord. Avec d'autres prérogatives, bien évidemment, je ne vais pas peut-être citer, parce que peut-être ils me diront que je bavard trop déjà. Mais de toute façon, je n'ai pas de lien avec eux. Ils savent très bien, d'ailleurs. Ils peuvent suivre, mais ils savent que je n'ai pas de lien avec eux. Mais je sais qu'il y a des informations. Quelque part, ce n'est pas évident qu'il soit président de l'Assemblée nationale, il sera ministre d'État certainement, sauf si Patrice Talon veut encore changer à la dernière minute, parce qu'il n'est jamais là où on l'attend. Louis Vlavonou, oui, est-ce qu'on doit le reconduire? Mais on sait que... S'il a été docile. Mais attention, il a été docile, mais il y a aussi des points d'achoppement entre lui et le chef, en tout cas à un moment donné. C'est tout à fait normal. Oui, c'est tout à fait normal. Des noms dits entre l'exécutif et le Parlement. Et je sais que les députés savent ce dont je parle. Certains parmi eux savent ce dont je parle. Je sais que pour ces points, est-ce que le chef serait prêt à le reconduire? Et comme je le dis, il y a un autre pion essentiel qui revient dans la danse maintenant et qui peut-être peut suppléer l'absence d'un certain Amoussou Bruno, parce que déjà, même quand on regarde les résultats issus du COUFO pour le parti Union progressiste, ça conforte déjà pour dire on peut confier à cette personne-là. Mais pour autant, il y a quelqu'un qui vient... Vous parlez là de Gérard Bénochi. Oui, mais il y a quelqu'un qui vient en troupe faite, bien évidemment. Bien sûr. Victor Tokpanou. Le professeur. On ne sait pas pourquoi il a été positionné et on ne sait pas jusqu'où Patrice Talon veut aller avec Victor Tokpanou. Mais sachant que c'est un professeur, en tout cas, émérite et qui a des compétences, qui peut peut-être devenir président de la commission des lois. Des lois, par exemple. Et puis d'autres responsabilités confiées à Oden Aladati. Ou bien un Victor Tokpanou, bien évidemment, dans le bureau de l'Assemblée nationale, c'est possible, parce que peut-être on a des objectifs à atteindre, on a des responsabilités à lui confier des objectifs, des responsabilités à lui confier, bien évidemment. Donc c'est bien possible que Tokpanou aussi doit être pris au sérieux. Et quid d'un Robert Guillan, premier je ne mise pas de l'Assemblée nationale. Oui, il sera vice-président de l'Assemblée nationale, pas président, pas pour autant. Je ne pense pas, parce que déjà, l'UPR a la majorité. C'est vrai que c'est deux partis. C'est deux partis, donc on donne la présidence à l'UPR et la vice-présidence. Oui, c'est ce que je dis. Mais bien sera président de l'Assemblée nationale, ce n'est pas évident, parce que les autres ont la majorité. Donc dans cette mesure, il va falloir peut-être chercher le président de leur côté, mais bien un vice-président, d'accord, c'est pas... Vice-président à nouveau, peut-être. À nouveau, c'est possible. Vice-président à vie? Non, mais pour autant, il peut ne plus revenir, parce que quand on regarde le parcours de Robert Guillan, au fur et à mesure qu'on évolue, on se pose la question, quels ont été ses résultats? Est-ce que de 2015, déjà en 2014-2015, où Patrice Talon comptait sur lui, faisait de lui un pion essentiel pour faire mal à Boni Yayi, à un certain Boni Yayi, et bien qui se vantait à la limite d'être un authentique fils du Nord, bien évidemment, mais qui malheureusement, à l'arrivée, n'avait pas eu grand résultat pour les législatives de 2015. Et après, vice-président, on voit quel était son parcours. Et n'eût été, parce qu'il ne faut pas mettre ça de côté, c'est-à-dire la présence de certaines personnes dans sa localité, peut-être qu'il pourrait aussi perdre les élections cette fois-ci. Donc, quand on regarde tout ça, Patrice Talon doit miser sur l'efficacité, technocratie bien évidemment, mais aussi popularité. Parce que puis la docilité. Oui, docilité, oui, ça c'est avant tout. Docilité, c'est le premier critère. Mais après tout, il faut la popularité, parce que 2026 sera très rude. Merci Laurent Roland Toninquès. Je mets un terme à cette partie de l'émission. Mais bien avant, un mot rapidement par rapport à ce titre dans les colonnes du quotidien Le Télégramme, cadre de vie, un complexe immobilier sur le domaine du Congézo.
Oui, c'est la volonté du gouvernement. Je crois que déjà, c'est vrai que les raisons évoquées pour dégager le camp de là ne sont pas de mauvaises raisons de toute façon. Parce qu'on a pu voir, je crois, au Congo où les armes, il y a eu un incendie à cause des armes et des munitions qui étaient là. Et il y a eu explosion à un moment donné. Et donc, Cotonou, aujourd'hui, la ville se développe, beaucoup de choses se font. Et quand on regarde tout ça, avec le stock d'armes, de munitions que nous avons là, d'ailleurs même des armes, des munitions que nous avons qui datent depuis des années, malheureusement, et donc, c'est des choses qui sont potentiellement une menace pour la quiétude des Cotonouas. Donc, dans une certaine mesure, on peut comprendre. Maintenant, oui, sur le domaine, le gouvernement envisage de faire d'autres choses pour redonner encore de la valeur à notre capital économique. C'est une bonne chose. D'accord, merci à vous Laurent Roland Tonnet.